signal. Oui. C'est un grand signal politique, à mon humble avis. Cela veut dire qu'il y a eu beaucoup d'hésitation pendant des années, car il y avait la possibilité qu'une partie des gardiens de la Révolution, dont Alban vient de parler, se désengage pour prévoir le futur. Et donc, il y ait une solution gardien de la Révolution, nouvelle version, pour le futur gouvernement iranien. À partir du moment, je pense que où la décision est prise de les classer comme groupe terroriste, ça veut dire que les départements des affaires étrangères de tous les États d'Europe estiment qu'il n'y a pas d'avenir après la République islamique en provenance des gardiens de la Révolution. Et ça, c'est vraiment un signal qui est assez puissant. Ça veut dire qu'est-ce qui reste ? Il reste l'armée comme potentielle nouvelle force politique, ou bien venant de la société civile, eh bien les forces soit royalistes, soit du Conseil national de résistance iranienne, soit d'autres mouvements. Non. Mais ça fait des années qu'il y avait la menace de l'interdiction et de l'inscription en tant que groupe terroriste. Donc l'ensemble de l'organisation des gardiens de la Révolution a pris ses précautions. Donc il n'y a pas vraiment de sanctions économiques. Ils se sont préparés pendant des années à être protégés contre ce Oui, ça aura peu d'impact, c'est ça que vous dites. Peu d'impact, mais l'impact est politique et ça donne un chemin sur le potentiel, nouveau régime qui pourrait sortir de cette situation-là en Iran. Parce que la chute du régime, elle est proche. Ça leur dit, vous ne pourrez pas recommencer sur le même modèle Exactement. ensuite. Là, il y a une barrière qui sera vraiment difficile à franchir pour les gardiens de la Révolution, maintenant qu'ils sont classés comme cela. Donc, peu de chance qu'on voit sortir Cécile Collère, Jacques Paris prochainement de cette ambassade. Enfin, ça rend les choses quand même un petit peu plus compliquées. Dans la situation globale actuelle de tension, l'Iran est en train de se refermer. Donc, il y a effectivement très, très peu de chances. Alors, il y a un procès aussi d'une Iranienne en France, n'est-ce pas ? Donc là, il y avait un processus qui avait été engagé pour un futur arrangement, qu'elle puisse retourner en Iran et que nous puissions revoir nos deux concitoyens. Donc, les capacités de riposte de l'Iran, les voisins de l'Iran ne les prennent pas du tout à la légère. C'est ce que vous êtes en train de nous dire. C'est une menace qui est tout à fait, je dirais, un programme de communication de la République islamique depuis 15 jours. Mais je pense que la principale préoccupation des voisins, des pays de proximité, c'est que les bombardements américains seraient une première étape, mais que la deuxième étape, qui est le comportement du peuple et de la répression à nouveau, est un plongeon dans l'inconnu. Et qu'après ce premier plongeon dans l'inconnu, il y en a un deuxième, c'est quelle structure politique pour succéder au régime. Donc il est facile d'appuyer sur un bouton pour lancer 500 ou 1000 missiles Tomahawk américains, mais après cela, il y a deux inconnus, la réaction de la population, et comme l'a dit donc notre ami Dupuis tout à l'heure, il y a 93 millions d'Iraniens, donc c'est un vaste pays, et deuxième volet, donc, le système politique à venir. Donc, tant que ces deux volets-là ne sont pas résolus, à mon avis, humblement, je crois que c'est pour cela que les États-Unis attendent, parce qu'ils ne peuvent pas déclencher l'action militaire si les deux autres volets sociétaux et politiques ne sont pas résolus au préalable. 20% du pétrole du monde passe par le détroit d'Ormuz. C'est pour ça qu'à mon avis, un tel processus stratégique de blocus a une répercussion mondiale en conséquence. Il est fort peu probable que les États-Unis prennent une telle décision. On ne peut pas stopper juste les tankers, les pétroliers iraniens et laisser passer les autres ? Alors déjà, c'est l'objectif des Américains. Alors, si les Iraniens vont pas se laisser faire. Si c'était cela, là, si vous regardez les chiffres, les Iraniens expédient 1 600 000 barils par jour à la Chine. Voyez-vous, là, on rentre dans un jeu de dominos très complexe et il faut savoir que le prix du pétrole, comme vient de l'indiquer Alban, commence à s'agiter dès qu'il y a 100 à 200 000 barils par jour de variation. Donc là, on aurait une envolée structurelle du prix du baril. Et deuxièmement, vous mettez immédiatement la Chine en grande difficulté. Donc on part vers un problème planétaire à partir d'un problème iranien. Il n'est pas question de se prêter à cet élargissement de la problématique. Le problème, il est à l'intérieur de l'Iran. Il faut qu'il reste à l'intérieur. Donc ça reste...
des frappes qui sont donc toujours sur la table. Si on exclut cette hypothèse blocus, vous aviez l'air d'accord pour dire que c'était pas le plus efficace et le plus souhaitable pour les États-Unis. Mais frapper sur quoi? C'est la dernière question qui va nous agiter sur ce thème. Frapper quoi? Le guide suprême. Il y a deux types de frappes possibles. Ouais. Il y a un type de frappe qu'on appelle, en termes militaires, décapitante, c'est-à-dire qu'on va essayer de cibler effectivement des dirigeants politiques, religieux, militaires, et puis des frappes incapacitantes, c'est-à-dire qu'il faut rendre les forces de sécurité, en particulier les gardiens de la Révolution, et l'autre force qu'on appelle les Basij, les mobilisés, comme on dit en traduction, eh bien, taper sur les casernes. Donc vous rendez inefficace l'ensemble du pouvoir en éliminant les leaders et en éliminant les forces de répression. Voilà les principaux objectifs. Et le troisième volet, c'est effectivement les sites de lancement de missiles pour minimiser la potentielle réplique iranienne, car il faut quand même prendre conscience que tout ce que disent les leaders iraniens actuellement, c'est quand même une campagne de communication. Quand l'armée américaine a bombardé des installations nucléaires iraniennes, il y a eu 12 missiles. Donc, le cœur du régime, il n'y a eu que 12 missiles de lancés par les Iraniens. Vous dites des frappes qui décapiteraient le pouvoir, les politique hommes politiques et religieux. Il faudrait aussi envisager bien évidemment la succession d'Ali Khamenei derrière. Tout à l'heure, envisager sa succession. Qui éliminer le bombardement et décapiter, comme vous disiez Gérard tout à l'heure, le régime, c'est risquer finalement, paradoxalement, de renforcer la dimension mystique. Mais pour une partie de la population seulement. Car ce que l'on entend et ce que l'on voit dans la pratique religieuse en Iran, elle est en perte de vitesse considérable. Les mosquées sont vides, n'est-ce pas? On va poser la question à Fariba. Alors que la population a doublé sous les 47 ans de la République islamique, la population a doublé, mais les mosquées sont pratiquement vides. Donc il y a une désaffection. Et il y a 7 ans déjà, le grand prédicateur de la seconde ville d'Iran, Mashhad, a dit « Si la révolution arrive dans notre pays, nous les religieux, nous serons jetés à la mer. » Donc depuis des années, le pouvoir religieux lui-même sait aussi qu'il est condamné.